bienvenue au Polysécure épisode spécial. Je suis accompagné de Dominique. Comment vas-tu? Bonjour Nicolas Loïc, écoute, très très bien aujourd'hui. Content de te voir dans les petites rues de Montréal. Oui, tu m'as fait traverser le Montréal sombre et obscur pour me rendre jusqu'à toi pour pouvoir enregistrer. Et j'ai eu un petit peu peur de circuler dans Montréal. Ah là là. Mais non. Non, tout ça est des blagues. Là. Montréal est relativement sécuritaire. Là. Une très belle ville. Blague à part. Je t'avais sollicité parce que justement, j'étais à Montréal cette semaine. Fait que j'ai trouvé ça intéressant qu'on puisse reparler encore de nouveaux sujets parce que tu amènes toujours des idées complètement hors champ pour moi qui sont très intéressantes. Puis cette fois-ci, tu m'as proposé de parler du rôle du ciseau. Parce que celui-ci, il y a énormément de mythes qui tournent autour de ce rôle-là. Puis d'ailleurs, les organisations entretiennent jusqu'à un certain point ce mythe-là. Oui. Et je pense que c'est important de le déboulonner un certain nombre de parties des limites et justement de donner des outils pour que les ciseaux en devenir puissent ne pas tomber dans ces pièges-là. Et parce que quand on tombe dans ces pièges-là, on finit par cramer de toute façon, dans tous les cas. Et qu'ils puissent justement servir à aider les organisateurs à progresser en cyber, ce qui est l'objectif. Je vais te laisser commencer avec tout ça. L'idée, c'est de pouvoir parler un petit peu. On a déjà échangé sur le rôle du ciseau dans l'entreprise. Et puis, il y a une question qui vient, c'est est-ce que le ciseau doit tout savoir? C'est une vaste question et j'espère qu'on va pouvoir arriver à avoir des pistes de réponse, qui n'est pas forcément évident, mais c'est une question qui arrive sur la table. On se rappelle le rôle du ciseau. Moi, dans le cadre de ma mission, j'accompagne en tant que V-ciseau des entreprises qui n'ont pas toujours les moyens ou le besoin de se faire accompagner en permanence par un responsable de la sécurité. Donc, j'interviens sur ce type de mandat. Et puis, la question, on se rappelle, le ciseau, il y a deux grands objectifs dans la vie. C'est de réduire les probabilités d'accident. Donc, on va réduire les vulnérabilités, on va réduire les vulnérabilités dans les processus, dans la technologie, pour éviter les accidents. Et puis, le deuxième point, c'est limiter les accidents, parce que le risque, l'impact d'un accident, parce que le risque zéro, ça n'existe pas. Et donc, si jamais quelque chose de mal arrive, on va être capable de limiter l'impact pour justement de se concentrer que sur un petit élément puis limiter l'impact pour la corporation. Alors c'est génial, j'aimerais bien faire des biscuits chinois pour rappeler ça, ce serait quelque chose de drôle, mais ça c'est sa motivation pour travailler. Puis comment faire ça? Il y a deux choses, il y a une partie technologique. On parlait des gestions des vulnérabilités, une partie de processus, le métier, puis la notion d'organisation. Puis je pense qu'il y a deux, trois échanges sur lesquels on peut élaborer. Oui, on va commencer sur le volet technologique parce que c'est celui qui est probablement le nez dans le visage, le plus évident pour tous. Et justement, c'est un des problèmes majeurs et des confusions majeures, c'est que le ciseau doit avoir une connaissance technologique très approfondie. Il y a énormément de débats qui se font là-dessus. Moi, j'ai ma vision là-dessus. On en a parlé un peu en pré-show d'ailleurs. Moi, je ne crois pas que le ciseau doit avoir une connaissance approfondie des technologies, doit avoir une connaissance générale. Et là, le niveau de généralité, là, on peut toujours débattre, mais ma perception est de cette nature-là. Puis je pense que tu as une opinion aussi par rapport à ça. Écoute, toutes les nuances de l'arc-en-ciel, il faut tout pour faire un monde. Et dans la partie technologique, le domaine technologique reste quand même très, très vaste. On pourrait prendre le modèle OSI, du câble jusqu'à l'application. Je laisserai les auditeurs se rappeler de leur cours de réseautique et de comprendre les différentes étapes. Mais dans la partie de sécurisation, il faut comprendre la partie physique, la partie de réseautique quand on parle de cybersécurité, le Wi-Fi, le Bluetooth, ce sont des réseaux, il n'y a pas de fil, mais c'est des réseaux qui sont à protéger. On a toutes les différentes éléments, on a la partie d'operating system, la partie réseau, operating system, application. On commence avec des containers aussi, qui est encore une autre façon de penser. On parle de stockage, d'applications, de SaaS, on parle de nombreuses techniques. Il y avait une classification par un vendeur américain de cybersécurité qui a essayé de classer plus de 300 logos à l'intérieur des domaines de cybersécurité. Il y en a énormément. Et puis se dire expert dans chaque brique, c'est juste impossible. Donc,
le jeu, le challenge, c'est de savoir, le défi, c'est de se dire, OK, quel est le niveau minimum pour pouvoir répondre aux questions qui peuvent être du conseil d'administration, qui peuvent être des équipes, qui peuvent être de l'équipe technique pour apporter la réponse. C'est sûr que si on n'y connaît rien en réseau et qu'on fait poser une question, c'est très compliqué. Oui, bien tout ça, puis c'est la différence. Puis d'où le début du problème, c'est que généralement, les gens qui deviennent ciseaux originent d'une nature technique. Donc, ils continuent à continuer dans cette réflexion-là, ce qui est un peu une erreur de leur part. Et de l'autre côté, c'est que normalement, le ciseau ne répond pas à des gens techniques, il répond à ses vis-à-vis. Et normalement, dans une organisation, ses vis-à-vis sont d'autres chief officers. Et les chief officers sont bons dans leur domaine, en finance, en RH, en peu importe, opération, et ainsi de suite. Mais ces chief officers ne connaissent pas comment le produit est fait dans le précis, ne connaissent pas la dernière décision financière qui a été prise, n'a pas été dans un contexte comme ça. Puis là, je fais le parallèle, j'ai déjà écrit là-dessus, sur le fait que ces gens-là gèrent un risque qui est dans leur domaine. Et ce domaine-là n'est pas dans la technique de leur domaine, mais dans la compréhension générale de leur domaine. Donc, en ce sens, pour moi, le ciseau doit être une personne de gestion de risque, donc de comprendre son risque. Et là, on bascule vers l'organisationnel plus que vers le technique, mais doit comprendre de façon générale ce qu'il parle, parce que le VP Finance ou le Chief Officer, le CFO, doit savoir comment ça fonctionne, mais ce n'est pas lui qui va faire les écritures comptables. Il y a une nuance très, très importante entre les deux, mais il va prendre un risque financier dans lequel il va comprendre, qu'il va être capable de ressentir dans son être normalement et qu'il va aller plus loin. Donc, le ciseau, pour moi, a ce rôle-là. Et la suite à ça, pour moi, c'est que le ciseau doit accompagner. Et j'aime beaucoup la notion qui est, je l'ai vu chez Google, puis ça commence à être plus répandu, ou c'était répandu, puis je ne le savais pas avant que je le vois chez Google. Le Office of the CISO, le bureau du ciseau. Et essentiellement, le ciseau ne vit pas seul. Puis là, la façon que tu le présentes, puis c'est un peu l'illusion, c'est qu'il vit tout seul dans son univers et il n'est pas appuyé par personne. Les autres chief officers sont tous appuyés par des staffs, sont tous appuyés par des gens qui viennent. Puis c'est ça un peu le défaut dans lequel on a comme technologue, j'ai l'impression, ou passionné de notre domaine, de penser qu'on devrait être le champion de la montagne quand c'est une équipe qui permet d'être le champion de la montagne. Je suis très enligné là-dessus. La difficulté, c'est l'effort de cybersécurité ou de taille d'entreprise qui est capable d'avoir ce type de service, ce type de conseil. Donc, moins il y a de gens, plus que les fonctionnalités vont se concentrer sur une seule personne. Et puis, la personne de sécurité se retrouve un petit peu, c'est son malheur, parce que comme il a la capacité de mettre son nez un peu partout dans l'entreprise pour sécuriser, limiter les vulnérabilités et limiter les impacts, il a conscience de tout ce qui existe dans l'écosystème, il a une notion de compréhension globale de ce qui se passe, d'information, et puis c'est sûr que ça devient une personne intéressante à interroger. Oui, puis ça, je suis d'accord parce que, puis pour l'avoir vécu à certains, sans être moi-même un ciseau, là, puis je suis pas prêt à être de ce côté-là non plus. C'est un rôle qui devient transversal de facto. Donc, le ciseau, à terme, vient à comprendre tout ce qui se passe dans les autres branches de l'organisation parce qu'on est en support à toutes les autres branches d'organisation. Exactement. On est appuyé. Et c'est un certain danger, puis on en parlait en off, que le ciseau prenne sur lui des responsabilités qui ne lui appartiennent pas parce qu'il y a le regard transversal naturel de sa fonction parce qu'on est partout. Puis c'est un peu, pour certains, c'est un peu emmerdant. Pour d'autres, c'est utile de se débarrasser de ses responsabilités sur le ciseau parce que justement, il est partout. Oui, et c'est un piège. Donc, des compétences techniques, ça reste important, mais il ne faut pas vivre avec ce fardeau. Sinon, on remplace des fonctions dans l'entreprise qui devraient prendre cette responsabilité-là ou qui devraient assumer pleinement la responsabilité qu'ils ont déjà. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel à comprendre dans la notion de... Il connaît beaucoup de choses, mais c'est pas forcément à lui de répondre à tout. Oui, puis il faut rappeler, puis on a connu un incident majeur. Au moment où on enregistre, on est en train de terminer de ça.
que plusieurs ont mis sur le dos de la sécurité ou de la cybersécurité, quand dans les faits, c'est un incident technologique. Et justement, dans cet élément-là de confusion entre le CISO et les technologies, c'est qu'il y a bien des décisions du CISO qui à l'heure actuelle, devraient être de responsabilité technologique et non du CISO. Donc, cette espèce de mélange-là, parce que beaucoup de moyens de protéger, donc de moyens de cybersécurité sont technologiques, on a l'impression que le CISO doit être technologique quand dans les faits, c'est aux responsables de technologie, au IT, au TI de faire le travail quand, dans le fond, eux-mêmes essaient de renverser les choses sur le CISO quand la réalité, c'est pas ça. Il y a des expertises dans les équipes TI qu'il faut savoir mettre en valeur et pouvoir avancer. Donc, il n'y a pas de remplacement ou de compétition dans ce niveau-là. C'est comment on fait avancer la structure ensemble. Et on parlait dans la notion technique. Donc, la technotechnique, c'est un petit oui, il faut en avoir, mais non, parce que y a des équipes qui sont là pour ça et ne pas les remplacer. Et puis dans la partie organisationnelle, souvent comme mon parcours vient de la notion technologique, j'ai fait dans la notion de réseautique, et puis après, progressivement basculer dans cette gestion gestion du risque et notion de cybersécurité. L'organisation, il y a un rôle important parce que le CISO, c'est un peu un politicien. Dans l'entreprise, c'est lui qui vient rappeler avec mesure, parce que faire peur pour faire peur, aucun intérêt, mais rappeler avec mesure sur quoi l'entreprise s'engage à délivrer en termes de services, quelle est la mission de l'entreprise et qu'est-ce qui pourrait arriver de mal et comment on la protège, parce qu'on veut, encore une fois, limiter les impacts et limiter les risques d'accident. Et donc, il y a tout un discours qui est à faire pour l'amener correctement, au bon niveau. Faire trop peur, ça marche pas, c'est Pierre et le loup, la fameuse histoire de... voilà. Ça, il y en a beaucoup qui sont coupables en cyber de faire ce cri au loup démesurément, puis finalement, le loup est là et on n'intervient même plus maintenant, d'ailleurs. C'est la technique de la peur. Sous la peur, on déclenche ça. C'est ce qu'on utilise pour faire des campagnes de phishing. Quand on utilise de la peur, ça aide bien. Donc, c'est tentant. C'est tentant. Mais pour moi, dans mon livre à moi, quand on en arrive là, c'est qu'on a déjà cassé énormément de canaux de communication. Puis quand on arrive sur le discours de peur, c'est pas mal les derniers discours qu'on va être capable de faire. Donc, on est vraiment à court. Donc, cette notion de politicien de faire. Et puis, un politicien, ça marche pas tout seul. On parlait tout à l'heure de la technique, un politicien, ça marche pas tout seul. Hein. On connaît tous, on a tous vu nos chers ministres à TV nous expliquer plein de choses. Je suis pas certain qu'il y en ait qui soient des experts en BTP ou experts en dilatation des rails du tram qui pourraient éventuellement arriver avec une température négative. Ok, ils ont une équipe derrière eux qui est capable d'aider à poser les bons éléments, à expliquer, à vulgariser pour que le discours soit le plus fluide. Ce n'est pas... Ah oui, le CISO paraît bien parce qu'il a l'air de connaître tout, comme nos politiciens ont l'air de tout savoir quand ils parlent de leur sujet. Mais en arrière, ils ont une équipe pour les aider à travailler. Et encore une fois, dans le message qui est délivré, il faut qu'il soit relativement clair pour que l'équipe de direction comprenne, valide le choix ou invalide le choix, valide le risque ou invalide le risque, ou décide d'adresser le risque. Donc, ça reste quand même vraiment... ce rôle de communicant est vraiment important à l'intérieur. À mon avis, essentiel, parce que quand tu es un chief officer, justement, tu dois communiquer avec tes pairs, qui sont d'autres chief officers, c'est de l'information comme ça. Puis ce que je mentionnais avec le risque étant le véhicule de communication le plus facile et le plus compréhensible avec les vis-à-vis du CISO, devient beaucoup plus facile d'arriver à une compréhension. Puis d'ailleurs, en parlant de risque, on n'utilise pas la peur, on utilise des probabilités, on utilise, on a tant de chances, voici les conséquences, puis après ça, on a une décision, on pourrait dire, plus éclairée des décideurs en haut qui n'ont pas besoin de savoir. Puis il y a plusieurs décideurs, on va dire, le chef d'entreprise va être le décideur ultime,
Puis il faut présenter, disons, si on a un projet en cyber, peu importe ce qu'il est, où on veut présenter, il faudrait rectifier des choses. On parlait de loi 25, qui n'est pas tout à fait le rôle du ciseau, mais malheureusement, c'est lui qui emporte le plus gros du fardeau malgré tout. Ce qui arrive, ces éléments-là, de l'expliquer en risque. Voici, il y a un risque et voici les conséquences associées. Non, genre, je vais me faire, genre, le loup va arriver. Non, le loup n'arrivera pas. Il va arriver, genre, on n'est pas conforme. On a un incident, on va faire les journaux. En quelle mesure, puis voici les pourcentages de probabilité et dans quelle mesure on est confortable ou pas de faire les journaux. Puis il y en a qui vont dire, je suis confortable de faire les journaux. Puis ils vont y aller, puis ça devient là. Même si d'un point de vue pur cyber, puis je sais qu'il y a des gens qui vont se rouler en petite boule. C'est mal, c'est pas parfait de ça. Mais la réalité, ça devient une gestion de risque. Puis le décideur, l'ultime décideur, c'est lui qui va manger les coups. Un patron d'entreprise ne dort rarement. Parce qu'il y a toujours des problèmes. Il doit contenter ses actionnaires, il doit contenter ses employés, il doit contenter ses clients. Puis, c'est jamais en même temps. Donc, il est toujours dans une sorte de triangle qu'il doit maintenir à l'équilibre parce qu'il ne peut pas faire plaisir à tout le monde à un instant T. Donc, c'est comment rendre ces différentes parties prenantes heureuses dans le temps qu'il leur est imparti au moment qu'il faut. Et donc, comme il ne dort pas, mon rôle en tant que V-CISO, c'est de lui dire pourquoi il ne va pas dormir plutôt qu'il ne dorme pas sans le savoir. Il dormira mieux en sachant pourquoi. Et donc, en exposant les risques, puis en disant, écoute, voilà ce qu'il y a à leur juste niveau, tu dois, maintenant que tu as ça entre les mains, voilà ma recommandation, voilà ce qui existe. Maintenant, tu vas être capable de faire un choix, comme tu dis, éclairé, puis d'être capable de dormir correctement, ou en tout cas d'essayer. Oui, il dormira peut-être pas quand même, mais au moins, il saura pourquoi. Oui, il va avoir les raisons de son non-sommeil vont être claires à lui. Il saura pourquoi. Et ça dépasse, parce que des fois, on fait beaucoup de focus cybersécurité, mais on parle aussi de sécurité d'entreprise. Ne pas livrer un produit ça peut être un problème cyber, qui bloque la chaîne de production, mais l'impact va être sur les finances de l'entreprise. Donc, on monte aussi le débat en termes de sécurité sur l'entreprise et pas juste le volet informatique ou cyber de cette partie-là, même très, très proche aujourd'hui. Oui, puis j'aime beaucoup ce point-là parce que, puis je ne sais pas si tu es confronté à ça dans ton travail de V-CISO, mais dans des PME de type industriel, il y a des choix de production. Et le choix est assez facile en général. On ne doit pas arrêter la production parce que si on arrête la production, on a un problème de revenus, donc on a un problème de viabilité de la PME qui est dans ce contexte-là. Mm-hmm. Donc, le CISO, le V-CISO en l'occurrence, doit être capable de comprendre la réalité organisationnelle, donc de comprendre la réalité de production, de viabilité et le fait que l'entreprise a besoin d'argent pour vivre et de comment trouver un moyen de protection qui est en harmonie avec le fait de faire de l'argent, de l'accompagner. Ouais. Mais c'est vraiment intéressant comment tu l'amènes parce que c'est une question encore qui peut se poser au CISO. Est-ce que le CISO peut suggérer des informations sur une capacité de revente d'un produit parce que on a amélioré la sécurité de notre entreprise? On peut parler avec le CFO pour augmenter la valorisation de l'entreprise parce qu'on a adressé des points de cybersécurité qu'on a remis dans des processus, etc. Donc, ça devient d'autres types de questions qui ne sont pas qui ne sont pas informatiques de la chose. On est beaucoup plus business, puis c'est des questions légitimes. La loi 25, effectivement, la loi 25, c'est un problème, la loi d'avocat. C'est un problème d'avocat, ou en tout cas, c'est un sujet d'avocat qui devrait donner des guides pour que les équipes puissent la mettre en place dans les structures, dans les organisations, avec le concours du CISO qui va rappeler des risques cyber qui peuvent arriver sur le vol de données, sur des problématiques qui sont dans le suivi. Dans le cadre normatif, si on prend ISO 27001, dans les premiers chapitres, c'est quelle loi on doit se conformer. C'est pas écrit à la fin. Maintenant qu'on a bien travaillé, est-ce qu'on est conforme à la loi? Oui, non. Et non. Ça commence, c'est vraiment au démarrage. C'est quels sont les cadres applicables dès le démarrage. Et donc, c'est pas un choix de cybersécurité de dire on respecte la loi ou pas. J'espère qu'il n'y a personne de police qui nous écoute ou de la CAI qui nous écoute. C'est pas la. C'est les avocats qui vont répondre à ces questions-là bien avant le cyber. Et d'ailleurs, j'ai été confronté à des situations où on a eu, notamment en renseignement personnel, où ils ont voulu faire passer la cyber avant
l'évaluation de renseignements personnels, dans quel cas je m'étais fortement opposé parce que moi, je n'ai pas autant à faire avec ça. Moi, j'ai des moyens pour aider la PRP ou les renseignements personnels à protéger l'information, mais ce n'est pas moi qui prends la décision de quelle information je vais protéger. Puis même au sens organisationnel, c'est pas moi qui prends la décision de quelle information on protège ou on la protège plus, on la protège moins. C'est l'organisation, soit par l'organe légal, loi 25, soit par les opérations, soit peu importe la sensibilité de l'organisation. Ils vont m'exprimer c'est quoi leur préoccupation. Puis je reviens souvent, la sécurité ne vit pas pour elle-même. On vit pour servir la business, les affaires. Donc, on est là pour répondre aux inquiétudes du propriétaire. Du mieux, dans le meilleur de notre connaissance, dans le meilleur de nos équipes, dans le meilleur des informations. Et on retombe sur la question, est-ce que le ciseau doit tout savoir? C'est clair qu'il doit avoir énormément de réponses. Puis son expérience aide à se rappeler des cas qui ont déjà pu exister par le passé, à des choses, on sait que ça ne marche pas, donc on est capable de dire, écoute, on va se garder une petite gêne sur cette action. Voilà, c'est d'avoir une posture de, oui, on a une connaissance, on a ça, d'avoir aussi une posture d'humilité parce qu'on ne peut pas tout savoir, parce que malgré tout, même si j'ai plus de cheveux, j'ai presque plus de 25 ans d'expérience dans ce domaine-là, je reste qu'un simple humain avec des faiblesses, et puis il faut en être conscient parce que... Donc, oui, beaucoup de questions arrivent sur le ciseau, mais est-ce qu'il est capable de répondre à toutes? Peut-être pas. Peut-être pas. Une partie sera dedans parce que, encore une fois, la connaissance des processus réalisationnels, la connaissance des éléments techniques, des cadres normatifs, de l'expérience, les choses qui marchent et qui ne marchent pas. Puis ça, je pense qu'on pourrait faire un podcast sur les plus belles bourdes de ma vie en termes de cybersécurité. Puis ça en existe et il y en aura toujours, malheureusement. On en a toujours. Puis on en a eu à l'heure actuelle, il y a beaucoup. Puis là, on va faire une petite parenthèse sur l'événement qui s'est passé au moment où on enregistre ou peu de temps avant. Ça en est une bourne. Est-ce que c'est la dernière qui va avoir? Non. Est-ce que c'est la première? Non plus. Ça arrive, donc puis il faut éviter de commenter de façon à ce qu'on contrôle. Puis tu parlais d'humilité. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'aurait pas fait mieux ou pire que cette situation-là. Ça l'arrive. Il faut juste protéger nos propres organisations d'être touchées par cet événement-là. Ça, c'est une chose. Et de voir comment on peut regarder le paysage et de tirer les enseignements qui sont nécessaires. Et c'est là où, comme milieu, là, je parle au sens large à cyber, mais le ciseau spécifiquement, qu'on devient des joueurs d'équipe. On joue avec les autres. Tu dis, on n'a pas toute la connaissance. Mais justement, quand on ne joue pas de la connaissance, on va travailler avec nos vis-à-vis dans l'organisation. On va travailler avec nos vis-à-vis dans d'autres organisations parce qu'ils vont nous partager des réalités qu'on n'a pas vécues ou peut-être qu'on ne pourra jamais vivre parce qu'on n'arrivera pas. Et c'est peut-être bien qu'on n'ait pas ces éléments-là et que si les autres nous communiquent un problème avant, et on prend une décision éclairée, il va éviter que ça nous arrive, on se sauve du problème, on se sauve un incident, on se sauve des situations donc de partager. Et en plus, il y a des forums dans lesquels, notamment pour les ciseaux, mais pour les professionnels en cyber en général qui existent. Et c'est important que ces forums-là soient utilisés pour échanger la connaissance parce qu'au-delà des conférences qui nous sont présentées ou peu importe le format qui est là, il reste que le réseautage, partager l'information, partager nos connaissances, être avec d'autres, puis juste pouvoir taper sur l'épaule du voisin. Hey, comment tu as vécu ça, cette situation-là? Et est-ce que tu peux me donner un conseil de. L'erreur des autres est gratuite. Hein? Ça, c'est la petite phrase qu'il faut retenir. Donc, il ne faut pas pointer du doigt. Il faut comment on tourne ça dans quelque chose qu'on est capable d'intégrer. L'incident que tu parles de l'écran bleu qui a un peu nourri les informations, il y a des entreprises qui ont fait des post-mortem alors qu'ils n'ont pas été impactés sur la crise. Je connais des entreprises qui ont fait un post-mortem pour se dire, OK, ça aurait pu arriver à nous autres, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Donc, comment on capitalise sur ces... Ça, c'est l'initiative du ciseau qui est capable de démarrer ce type d'action. Le point sur la notion, est-ce qu'il doit tout savoir? Il a beaucoup de réponses, puis il ne faut surtout pas hésiter à le solliciter. Par contre, il y a des moments où il ne sera pas capable de répondre. Ce qu'il ne faut pas, c'est que le ciseau se transforme en dieu de TI, ou en dieu de la qualité, ou en dieu du légal, ou en dieu de la comptabilité, ou en dieu des ventes. Il a pas mal d'insight, mais ce n'est pas son métier. Il a pas mal d'informations pour être capable de parler
plus ou moins intelligemment, mais en tout cas de tenir une conversation qui fait du sens puis qui apporte de la valeur. Mais ce n'est pas lui le décideur ultime et il faut surtout pas qu'il remplace les personnes qui sont exigeantes. C'est un travail d'équipe. Absolument, ce travail d'équipe est d'être capable d'avoir l'ouverture à la communication, à l'échange et au débat. Et malheureusement, au sens large, dans nos sociétés, on a de la misère d'avoir la place au débat et de pouvoir discuter librement et ouvertement et sans mettre de l'émotion inutile dans ces conversations-là. Parce que dans un contexte comme celui-ci, le ciseau doit être capable de débattre avec son vis-à-vis des finances, doit être capable de débattre avec son vis-à-vis des RH, doit être capable de débattre avec son vis-à-vis des TI et ne pas impliquer de l'émotion, mais justement dans un débat d'idées et pour le mieux de l'organisation. Puis c'est ça que des fois on oublie. L'objectif, c'est dans le mieux de l'organisation et ces échanges-là permettent au ciseau de comprendre la réalité de ses vis-à-vis dans les autres départements et de pouvoir agir avec conséquence et de tempérer le goût d'être puriste et de vouloir l'absolue solution. Et quand on est capable de comprendre où on se situe et comment on positionne les choses par rapport aux autres. On est toujours dans l'histoire de balance, que ce soit toujours équilibré. Là. Et j'aime à dire aussi, dans toutes les relations humaines, là, c'est pas tout la faute de l'un ou tout la faute de l'autre. Il y a toujours un 50-50. C'est clair que il y a des fois, quand on a quelqu'un de sécurité, qu'on a envie de pouvoir expliquer tout ce qui se passe, ben c'est clair, ça devient la personne à qui on va naturellement poser la question. On se rappelle, on a toutes des failles de vulnérabilité qui sont sorties. On pourrait donner le Log4Shell, on pourrait dire Log4j, Log4Shell, Heartbleed, tout plein de vulnérabilités. Généralement, une vulnérabilité importante, quand elle a un nom, c'est que c'est méchant. C'est pas mal le critère de sélection. Par contre, quand ça est méchant avec un nom, ça apparaît aux nouvelles. Et puis, le patron de l'entreprise, il voit ça dans les nouvelles. L'équipe de direction voit ça dans les nouvelles. Ben, qu'est-ce que vous pensez qui arrive au ciseau qui vient de se lever ou qui arrive le matin? Ben, forcément, il y a les questions. C'est quoi ça? Comment ça marche? Pourquoi ça fait ci? Pourquoi ça fait ça? Et donc, se retrouve au centre des débats. Donc, c'est clair que quelque chose qui vient d'arriver dans la nuit, faut laisser le temps d'arriver, ou en tout cas, les ciseaux essayent d'être au courant de plus d'informations possibles, d'anticiper les vulnérabilités qui arrivent, ou en tout cas d'être au courant, mais c'est toute une job de vérification là. Oui, ben notamment, puis c'est pour ça que c'est important qu'il soit bien entouré, soit dans l'organisation, pour les très grandes organisations, qu'il y ait un bon entourage. Parce que le ciseau va se lever, il va avoir une note de briefing de son équipe qui va lui expliquer notamment ce qui s'est passé aux nouvelles. Donc, est-ce que ça affecte l'organisation? Fait qu'il va être capable de donner des réponses claires et rapidement. Ou sinon, s'il n'y a pas c'est une plus petite structure, soit il va être capable de parler avec ses vis-à-vis dans d'autres organisations, ou dans le cas d'un vice-ciseau comme le Cocta, comme toi, tu vis, c'est ta vie, normalement, tu as ton staff dans ton côté qui vient simuler un peu ce genre de choses-là pour l'organisation. Le réseau d'experts. Et ça, quand on parlait de recommandations, si on y va un peu sur la partie de recommandations, vous avez des gens de cybersécurité dans vos équipes, vous avez des gens qui sont peut-être pas ciseaux, mais en tout cas dont incombe la responsabilité de la cybersécurité. C'est important qu'ils soient ouverts au monde. Il y a des codes, il n'y a pas de code écrit, il n'y a pas un code de déontologie, il n'y a pas le code des ingénieurs de cybersécurité par exemple, mais il y a des déontologies un peu tacites entre les gens quand on va avoir un réseau de confiance. Moi, je suis capable, s'il y a des questions sur lesquelles je ne suis pas capable de répondre, j'ai un réseau de confiance de ciseaux qui sont dans d'autres entreprises, qui sont capables de pouvoir dire, écoute, le choix que tu as proposé, ça fait du sens, ou au contraire, regarde plutôt cet angle. Et donc, c'est important de garder ces canaux ouverts avec d'autres personnes, parce que le ciseau n'a pas toutes les réponses, mais on va quand même lui poser la question. Donc, il doit pouvoir avoir des cartes dans sa manche, et je pourrais m'exprimer ainsi, il doit pouvoir avoir ça. Donc ça, le réseau autour de lui, puis il y en a plein qui existent. Et puis, si on fait une petite parenthèse ISO 27001, à l'intérieur de ISO 27001, il y a une question qui est vos relations avec vos pairs, comment vous partagez de l'information. Et c'est clairement dans cette notion-là de partager l'information dans un réseau de confiance parce qu'on n'est pas capable de tout savoir. Et puis,
l'expérience des autres est gratuite. Donc, quand quelqu'un va vous expliquer ce qui s'est passé, c'est énormément de valeur pour la corporation entière. Oui, puis en général, les gens sont ouverts à partager, les choses sont ouvertes à discuter de ces choses-là. Moi, en plus, c'est ma profession d'agir comme conseiller aux dirigeants, aux ciseaux, aux ces éléments-là. Fait que moi, je fais partie du staff, du office de ciseaux. Fait que je fais partie de ces éléments-là. Puis je suis embauché pour ce genre de choses-là. Fait qu'à la différence de toi, tu es un V, littéralement le V ciseaux. Moi, je suis le V conseiller, le V bureau of ciseaux. Fait qu'on n'est pas tout à fait dans la même chose, mais j'ai agi dans ce genre-là. Mais même encore là, j'ai des contrats formels et des choses comme ça. Mais si dans mon réseau de contacts, j'ai des gens qui me sollicitent parce qu'ils ont des questions par rapport à des choses qu'ils savent que je suis un peu plus ferré qu'eux autres. Ça va me faire plaisir de répondre sans frais aussi. C'est ça aussi. On est dans une base, c'est gratuit. On est là pour tous s'aider. Puis, moi, ce que je donne à l'univers me revient toujours. Fait que, je m'en fous un peu. Il y en a qui ne sont pas tout à fait dans cette réflexion-là, qui monétisent à peu près tout, mais dans l'absolu, j'aime beaucoup partager. Puis je trouve ça essentiel, surtout en cyber, parce qu'on est understaff, on a des problèmes et c'est un problème collectif dans l'absolu. Fait que si on est capable de donner chacun notre petit grain de sel à aider le grand ensemble, ben, je pense qu'on va avoir moins de fraude, moins d'affaires, moins de problèmes, moins d'éléments qui vont nous toucher personnellement. Là. On a l'air de deux utopistes qui rêvent à un monde meilleur, mais la réalité du terrain est celle-là aussi, c'est-à-dire qu'il y a des réseaux de confiance qui sont là. Vous avez une personne de sécurité, inscrivez-la dans des réseaux de confiance pour pouvoir partager. Souvent, ça marche par cooptation, c'est-à-dire quand on ne dit pas « tiens, je vais y aller », c'est le réseau qui accueille cette personne-là, mais ça existe, donc c'est des façons de pouvoir faire. Il y a des notions dans les recommandations, faites sortir vos gens dans des événements de cybersécurité, c'est une façon de rencontrer des gens dans des cercles de confiance, c'est de rencontrer des gens qui ont peut-être les mêmes problématiques que vous à adresser, les mêmes choix à adresser. Donc, c'est important de pouvoir avoir ces partages-là à discussion un peu ouverte parce qu'il faut, encore une fois, cette notion de confiance. C'est clair qu'il faut pouvoir donner à ces gens de cybersécurité des capacités à comprendre, à se faire aider, à pouvoir mieux se tenir. Encore une fois, le ciseau n'a pas la réponse à tout, mais on va lui poser la question anyway. Donc, aidez-le. Ça devient le paratonnerre et justement, il faut que lui-même comprenne son rôle et justement de tout ce qui va avec. On a fait un grand tour du sujet. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on n'a pas abordés? La dernière, vous êtes patron d'entreprise. Ne prenez pas la dernière nouvelle qui est apparue ce matin, puis posez 200 000 questions. La personne de sécurité va le faire, vous inquiétez pas. Elle va vous vérifier dans tous les cas, elle va le faire. Donc, mettez pas de l'huile sur le feu qui est déjà dedans, elle va le faire. Donc, c'est encore une fois, je sais pas si on a répondu à vraiment la question est-ce qu'il doit tout savoir. En tout cas, il y a des moyens pour qu'il puisse aider la corporation dans sa mission. À travers son réseau, effectivement, mais de façon individuelle, non, mais à travers son réseau, et c'est là l'important de construire un réseau qui lui permet d'avoir toutes les réponses. Et c'est le défi du ciseau, c'est de construire son réseau et non de tout connaître par lui-même. Exactement. Et pas faire les choses à la place des autres parce que ça, ce serait contre-productif. Il faut pas faire ça. Merci beaucoup, Nicolas Lonique, pour l'occasion d'échanger avec toi. Merci à toi, c'est toujours plaisant. L'avant-show aussi est toujours très plaisant parce qu'on a débattu de beaucoup d'autres choses et on a continué ce débat-là sur le podcast. Fait que merci énormément. Avec plaisir pour une prochaine rencontre.
Ciao.